Bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme. Ici, on imagine un tourisme qui respecte le vivant, les territoires et les générations futures. À contre-courant des sentiers battus, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui construisent le tourisme de demain, mais pas que. Professionnels visionnaires, jeunes engagés, chercheurs, économistes et innovateurs. Des voix engagées, des initiatives concrètes, des solutions qui transforment un secteur en profondeur. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Notre mission, amplifier les voix de celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus durable, avec nos séries de podcasts en marque blanche pour votre organisation. Installez-vous, laissez-vous inspirer et bienvenue dans l'aventure expérientielle. On parle souvent de destination, d'expérience, de ce qu'on découvre, mais beaucoup moins de ce qui se passe vraiment quand on rencontre l'autre. Les codes, les gestes, les silences, les décalages, les malentendus, et ces moments où, sans s'en rendre compte, on ne parle pas tout à fait le même langage. Et pourtant, qu'on voyage à l'autre bout du monde, ou simplement à côté de chez soi, la communication interculturelle est partout. Alors, comment vraiment communiquer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes que nous? Et qu'est-ce que cela implique? Pour en parler, je reçois Sohan Zamoun, enseignant, formateur international, chercheur, et auteur d'un livre sur la communication interculturelle. Avec lui, on va explorer ce que ça change pour nous dans notre manière de voyager et de rencontrer l'autre. Parce qu'au fond, voyager, ce n'est pas seulement découvrir un territoire, c'est apprendre à entrer en relation avec lui et avec soi. Allez, on y va. Bonjour Sohan, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va, merci. Tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors en fait, je suis enseignant, je suis formateur international et chercheur en communication interculturelle. Mais si je dois me définir dans le monde du voyage, je dirais que je suis un aventurier et citoyen du monde. Mais ça veut dire quoi exactement la communication interculturelle? On parle de quoi vraiment? Alors c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas l'expression. Alors il y a 2 mots dans communication interculturelle, il y a le mot communication qui, celui-là est très clair, et interculturalité, là c'est un peu moins clair. Les gens se disent: «Mais qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le lien avec les cultures?» Si on décompose le mot en 2 parties, on a inter qui signifie entre et après on a culture. Donc ça va être comment on va communiquer avec des personnes qui ont pas les mêmes cultures que la nôtre, pas les mêmes codes, et en fait, la communication interculturelle, c'est une façon de rencontrer une autre culture, de se décentrer, d'essayer de comprendre les codes de la personne qui est en face et qui n'a pas peut-être grandi dans le même pays que vous. Parce qu'en fait, dans la culture, ce qu'on appelle culture, c'est un ensemble de connaissances, de traditions, de coutumes, de croyances, mais aussi de représentations qui sont intériorisées et on n'en est pas forcément conscient. Et du coup, pour essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui n'a pas la même culture, en tout cas, moi, je pense qu'il y a des stratégies à mettre en place et des stratégies d'ordre, linguistique et aussi comportemental. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses justement à la communication interculturelle? Ça a été quoi le déclic? Alors depuis tout jeune, je voyage beaucoup. J'ai fait une partie de mes études à l'étranger. Je travaille régulièrement à l'étranger quand je forme, des personnes et du coup, je me suis en fait confronté à, des chocs interculturels. Quand j'étais tout jeune, je me rendais pas encore compte du fait que les cultures pouvaient, créer des chocs et que parfois on peut ne pas se comprendre ou alors ne pas aller au bout de ses idées. Ça a commencé à me questionner et ensuite j'ai étudié cette notion à l'université, j'ai creusé, j'ai étudié les théories de plusieurs chercheurs, psychologues et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses et ça a d'ailleurs changé ma façon de voyager et de travailler aussi avec des personnes de cultures différentes. Qu'est-ce qu'on apprend, vraiment en rencontrant d'autres cultures? Alors, on apprend beaucoup de choses. Déjà, on va découvrir une culture, c'est-à-dire que on va se rendre compte que finalement, dans le monde, on réagit pas tous de la même façon, on comprend pas les choses de la même façon. Les mots, les images, les couleurs n'ont pas la même signification. Par exemple, si on prend l'exemple des couleurs. En France, le bleu, ça va représenter, la masculinité, le pouvoir. Si on va en Iran, ça va être la couleur du deuil. Le rouge, par exemple, en Afrique du Sud, c'est la couleur du deuil, alors que en Chine, ça va être, un symbole de chance, de bonheur. Donc en fait, on se rend compte qu'avec les cultures, les codes, les mots,
n'ont pas forcément la même signification, le même impact. Et souvent, on a des mots qui nous amènent à une image mentale et qui va être différente suivant la culture. Ça me rappelle, une histoire, quand je travaillais comme directeur de la restauration à l'InterContinental Paris et on utilisait beaucoup tout ce qui est cuillère en argent Oui. et souvent, bah, on en perdait. Elles finissaient à la poubelle, évidemment, ça avait un coût pour ça et on avait nos plongeurs qui venaient d'Afrique et donc on a voulu les sensibiliser et puis on leur a dit: «Bah, voilà, vous savez, on a perdu autant d'argent» et cetera et on voyait que les gens ne connectaient pas, quoi et c'est en parlant avec eux et en prenant ce temps autour d'un thé pour, comprendre qu'est-ce qui avait une valeur significative pour eux et donc c'était les troupeaux de chèvres et donc on a donné une valeur, à la chèvre et on leur a expliqué qu'à chaque fois qu'on perdait un certain nombre de cuillères, ça équivalait à un certain nombre de chèvres et à partir de ce moment-là, les gens ont compris, l'importance et la valeur de ces petites cuillères et donc on a eu, des effets positifs très rapidement. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est vraiment, une on peut dire les mêmes mots, mais on n'a pas forcément la même définition, quoi. Exactement, et ça a vraiment du sens ce que tu dis parce que en fait, avec ton exemple, tu as mis en place une stratégie et dans la communication interculturelle, justement, on dit qu'il faut mettre en place des stratégies pour essayer de co-créer du sens. Donc on va essayer de créer du sens en apportant nos 2 points de vue, nos 2 références et là, en tout cas, dans ton exemple, par exemple, la référence, c'était, les chefs. Et ça montre bien que à travers nos voyages, il y a peut-être un changement de comportement à avoir. On va dans des pays, on les consomme un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des incompréhensions culturelles? Et s'il y en a, à ton avis, ça serait quoi les plus fréquentes? Alors cette idée de consommation d'un pays ou en tout cas de venir dans un pays mais pour, alors souvent c'est vraiment, ponctuellement pour, 1 semaine, 2 semaines. Moi je trouve que la plupart des gens ne va pas forcément rencontrer le territoire, sur lequel ils se trouvent. Voilà, ils vont profiter de certaines activités, ils vont prendre des photos devant des monuments qui sont connus. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens et je vais pas dire tout le monde parce que certaines personnes ont pris conscience justement qu'il y a une autre façon de voyager, mais beaucoup de gens, en tout cas, en ce moment, voyagent en faisant la même chose, les mêmes activités, les mêmes photos, ils vont tester les mêmes restaurants puis poster sur leurs réseaux sociaux pour dire que ils ont été à tel endroit et cetera et je trouve qu'ils passent à côté vraiment de l'expérience, de la découverte du territoire qui offre beaucoup plus que cette expérience-là. La rencontre des locaux, la découverte des savoir-faire, la découverte d'une langue aussi et aussi la découverte de soi parce qu'en se confrontant justement à une culture différente, à des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, avec des personnes qu'on ne connaît pas, ça va nous faire, vraiment, évoluer intérieurement, nous faire réfléchir et peut-être nous amener à transformer notre vision du monde. Mmh. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que plus ou moins le voyage, pourrait nous apprendre autant sur nous-mêmes que sur les autres. Exactement. Forcément, quand on va découvrir un nouveau pays, en tout cas quand on y va dans une démarche, ce que moi j'appelle une démarche interculturelle avec une ouverture d'esprit, où on va essayer de se décentrer par rapport à notre culture. Forcément, on va être, disposé à découvrir différentes choses de la culture, locale. On va pouvoir découvrir les différents comportements, les savoir-faire, les traditions, les coutumes. Mais en même temps, on va se confronter à une culture qu'on ne connaît pas et j'ai envie de dire qu'on va mettre à l'épreuve un peu, notre être, notre identité et ça va nous permettre, en fait, de mieux se comprendre. En tout cas, ça a été, le cas pour moi, de mieux me comprendre, de relativiser certaines choses qui finalement sont propres à notre culture et en fait, dans la communication interculturelle, il y a quelque chose d'important et je pense qu'il y a forcément des stratégies à mettre en place. C'est pas quelque chose de naturel au départ, il faut mettre en place des stratégies et ça, on peut le faire seulement si on a la connaissance de ces stratégies. Alors il n'y a pas de stratégie bonne ou pas bonne, on va pas viser la perfection, il n'y a pas de perfection dans les relations humaines. Mais par contre, c'est vrai que la connaissance de certains concepts, certaines choses,
ça va pouvoir aider le voyageur à profiter de l'expérience, à peut-être limiter l'impact des différences culturelles. Je vais te donner un exemple. Tu vois, moi, quand j'ai étudié la communication interculturelle, je me suis intéressé, bien sûr, à toutes les théories, des chercheurs, des pédagogues, des psychologues qui ont travaillé sur cette notion-là. Et la plupart des théories importantes, elles ont été, élaborées dans les années 80 et 90 par, Edward Hall, qui est un anthropologue américain, Gert Hofstede, qui lui est un psychologue néerlandais, et Louis Trompenard. Lui, il est franco-néerlandais et il est, consultant en communication interculturelle. Ils ont défini ce qu'on appelle des dimensions culturelles. Quand j'ai étudié la communication interculturelle, j'ai mis toutes ces dimensions culturelles en dialogue, on va dire, et j'ai tiré mes conclusions. Et en tout cas, dans le livre que j'ai écrit sur la communication interculturelle, j'ai défini 11 dimensions culturelles auxquelles il faut vraiment porter attention quand on voyage et quand on s'intéresse aux autres cultures. Pour expliquer un peu mieux ce que c'est les dimensions culturelles, en fait, c'est des axes de comparaison sur lesquels, les cultures vont se positionner différemment. Je vais te donner un exemple pour que ça soit vraiment concret. Par exemple, une des dimensions culturelles les plus importantes, c'est ce qu'on appelle la proxémie culturelle. En fait, ça va être la distance physique qu'on va mettre avec une personne. Par exemple, dans les cultures latines, on va avoir une proximité physique qui va être naturelle, sans problème. Alors que si on va dans des pays peut-être, nordiques, là, la distance physique va être beaucoup plus grande. On va pas avoir de contact physique, par exemple, pour saluer. Tu as, par exemple, le contrôle de la nature. Il y a des pays comme l'Asie ou l'Afrique où on va respecter les lois de la nature et on va pas essayer de la contrôler. Alors que tu as d'autres pays, en Europe où ça va être tout l'inverse, tu vois? Ce qui est intéressant là, ce que tu me dis et c'est vrai que peut-être des fois on fait l'erreur, c'est que dans la communication, il y a pas seulement le langage et les mots, mais il y a aussi les comportements. Il y a aussi, l'histoire, la culture, le patrimoine culturel, tout ça, ça rentre en jeu et ça peut créer des malentendus. Moi, ça me rappelle une histoire où comment dire? Quand je suis arrivé, directeur, à Phuket d'un hôtel, je me suis présenté au personnel et je me suis présenté à la française, donc avec, un langage corporel, très vivant, très animé et cetera et à la fin de ma présentation, j'étais vachement content, tu vois? Et donc j'étais voir ma directrice du personnel, j'ai dit: «Alors, comment tu as trouvé?» Elle m'a dit: «Catastrophique». Ah, j'ai dit: «Ah bon, pourquoi?» Là, j'étais complètement abasourdi et elle me dit: «Oui, tu bouges de trop et nous, en Thaïlande, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que tu ne dois pas montrer tes émotions» et c'était intéressant et j'ai appris en Thaïlande à parler, à faire des présentations, les mains dans les poches pour éviter que mes mains sortent et que le naturel revienne au galop, tu vois? Donc c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples justement d'éventuels malentendus, dans les comportements qu'on pourrait avoir, alors que l'intention n'est pas là? Alors j'ai envie de te dire que j'en ai plusieurs parce que, bah, je voyage depuis longtemps et je travaille régulièrement avec des personnes de cultures différentes quand je forme à l'étranger. Donc forcément, j'ai rencontré plusieurs chocs interculturels, plusieurs situations parfois un peu embarrassantes liées justement à ces différences culturelles. Alors je te donne un exemple, c'était la première fois que j'allais en Angleterre. Donc moi, j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai, on va dire, une culture vraiment méditerranéenne et donc la première fois que j'arrive en Angleterre, j'y suis resté 2 mois dans une famille d'accueil. J'ai été accueilli par la famille d'accueil et la première chose que j'ai faite en arrivant, j'ai voulu faire la bise, aux personnes de la famille d'accueil. J'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai senti un froid et les personnes un peu, stressées et en fait, ils ont fait la bise parce qu'ils ont vu que je m'étais avancé, mais le lendemain, ils m'ont expliqué que ça ne se faisait pas et que dans leur pays, on disait bonjour seulement, oralement et que la proximité physique, c'était vraiment avec les membres de la famille ou alors quand on avait une relation intime, mais pas avec quelqu'un qu'on accueillait, dans son foyer. Un autre exemple, assez marrant, c'était il y a peut-être, 6-7 ans. Alors j'étais formateur au Portugal, mais j'avais des personnes que je formais qui venaient de différents pays et à la pause, le premier jour, donc je tiens la porte à une participante que je formais qui était finlandaise. Je lui tiens la porte pour qu'elle puisse passer et puis pour que moi je puisse fermer, la porte derrière et j'ai senti pareil qu'il y avait un problème, mais j'ai pas compris vraiment le problème et 2 jours après, quand l'ambiance était un peu plus détendue, on en a discuté
Et cette dame m'a expliqué que, c'était vu comme un signe de supériorité parce qu'en fait, dans les pays scandinaves, il y a vraiment l'égalité homme-femme et un homme n'a pas à tenir la porte à une femme. Et donc je lui ai expliqué que, bah, en France, les dames auraient bien aimé qu'un homme leur leur tienne la porte, et que c'était signe plutôt de galanterie, de respect. Les différences culturelles, parfois, ça peut amener à des situations un peu, conflictuelles. Ouais, c'est comme le sourire, hein. Nous, en France, on sourit parce que on est soit joyeux ou quelqu'un vient de sortir une vanne, ça et qui nous fait rigoler. Et en Asie, on peut sourire quand on est gêné, embarrassé et prêt à passer à un acte violent. Puis en Russie, par exemple, où j'ai vécu, bah là, on sourit pas forcément à des étrangers. Je me souviens d'ailleurs en Thaïlande, quand on avait des clients russes qui venaient et qui restaient dans des jolies villas, j'avais la réceptionniste qui revenait et qui disait: «Je pense qu'on va avoir un problème directeur». Je lui dis: «Ah bon, pourquoi?» Il me dit: «Ils n'ont pas souri. Ils doivent pas être contents de la chambre». Et en réalité, c'est qu'ils ne sourient pas à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Ça m'emmène à une question suivante, comment on peut changer de posture? Qu'est-ce que ça demande intérieurement de vraiment entrer en relation avec une autre culture? Je vais juste revenir sur le point d'avant que, beaucoup de gens pensent que justement, bah, les différences culturelles, ça revient à parler des différences linguistiques et qu'ils ne prennent pas forcément en compte, tout ce qui est comportemental et tu as vraiment raison. Parce qu'on résume souvent, la barrière culturelle à la barrière linguistique. Souvent, on dit: «Ah oui, mais c'est compliqué parce qu'on parle pas la même langue». En fait, dans la communication interculturelle, la partie linguistique, elle représente vraiment une petite partie. Elle représente pas la communication interculturelle. Je vais te donner un exemple concret et je pense que c'est un exemple qui parle et que j'utilise souvent, dans mes conférences. C'est assez simple à comprendre, si par exemple on prend la langue anglaise, qui est vraiment aujourd'hui la langue internationale que beaucoup de gens utilisent dans différents domaines, entre autres dans le tourisme. Par exemple, elle est parlée, en Angleterre, elle est parlée aux États-Unis, elle est parlée en Afrique du Sud, elle est parlée en Inde et là j'ai donné que des pays où c'est la langue officielle. Mais ces pays-là, ils n'ont pas du tout la même culture. Si on Mmh, prend l'Afrique du Sud, l'Inde et le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, je veux dire les cultures, elles ont rien à voir. Donc mmh, c'est là qu'on se rend compte que, bah, l'aspect linguistique vraiment c'est un aspect qui est important dans la culture, mais vraiment il résume pas du tout, la culture et toute la partie comportementale, elle est importante, toute la partie tradition, tout ce qui est non verbal en fait, ça a aussi une grande importance parce qu'il y a le verbal qui est important, c'est vrai, les mots, mais pas que. Parce que même les mots, par exemple, si on prend l'anglais britannique, l'anglais américain, bon, il est différent, mais il y a quand même beaucoup de similarités. Mais la façon dont on va, utiliser ces mots-là, l'intonation qu'on va y mettre, elle n'est pas du tout la même, par exemple, aux États-Unis et en Angleterre et elle va pas traduire la même chose. Par exemple, en Angleterre, il va y avoir beaucoup de formules de politesse, des tournures qui montrent un certain respect, une certaine, retenue, alors qu'aux États-Unis, ça va être différent et je pense que aux États-Unis, c'est aussi différent parce qu'il y a peut-être un mélange des cultures avec, l'Amérique latine qui est très proche, une mixité. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a pas besoin en réalité d'aller très loin, hein. Un pays comme la France, je pense que les Parisiens ne communiquent pas du tout de la même manière que les Marseillais, que les Bordelais communiquent différemment que les Brestois et cetera. Ce langage, ces comportements, c'est lié au territoire en réalité. Exactement. Exactement et en fait, c'est ce que j'explique souvent, c'est que même dans les cultures, il y a des sous-cultures et là, l'exemple que tu viens de donner, c'est vraiment un bon exemple. Si on reste sur la France, bah, suivant les régions, la culture n'est pas la même, en fait et pourtant, tout le monde est français. On est tous aussi uniques et du coup, on est influencés par des cultures, même si on est sur le même territoire, on a hérité de la culture de nos parents, on a la culture de nos territoires, on a la culture de notre pays, on a la culture du continent, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est Ouais. vrai que c'est pas simple, mais en même temps, c'est intéressant et c'est riche. Ouais, tout à fait, ça montre qu'il y a une diversité. D'ailleurs, ça peut toucher aussi le sujet de l'hospitalité, qui est en lien direct avec, le tourisme. C'est dans la manière dont on accueille, les personnes qui viennent visiter notre territoire, par exemple. Et ça, c'est super important et je pense que
quand on accueille des personnes qui viennent visiter notre territoire, il est important de leur donner une image, authentique de notre territoire. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, dans le tourisme, vont, se baser sur des stéréotypes et se dire: «Bon, bah, les gens attendent exactement ça de la France». Et en fait, je pense que le vrai voyageur n'attend pas quelque chose de précis. Il veut découvrir juste de l'authenticité du territoire. Et si la personne qui reçoit, elle a d'autres, influences culturelles, bah, je pense que le voyageur sera content de les découvrir aussi. Alors ça demande quand même intérieurement de vraiment entrer en relation avec une autre culture, donc ça demande une ouverture d'esprit, une notion de surprise, d'inattendu, d'être ouvert à ça et de sortir, des cases à cocher, ou de la phototype et cetera. Comment on fait ça? Alors moi, je pense que déjà, il y a une certaine approche à avoir, que ce soit de la part du professionnel ou de la part du, voyageur. Les 2 personnes doivent être dans une démarche de vouloir entrer en contact avec l'autre et de découverte. Mais c'est vrai qu'il faut certaines connaissances, il faut être, bon, la première chose, c'est juste d'être ouvert d'esprit, d'avoir envie de rencontrer l'autre culture. Mais moi, je pense que, par exemple, en tant que professionnel, si on sait qu'on a l'habitude de recevoir, des Asiatiques, des Américains et des Italiens, je pense qu'il est important de se renseigner quand même sur certains aspects, certains codes culturels de ces cultures-là, justement pour essayer d'éviter de limiter l'impact des différences culturelles, d'avoir un accueil chaleureux et respectueux. La notion de respect dans la communication interculturelle, elle est très importante parce que parfois, on peut avoir des marques d'irrespect, mais sans s'en rendre compte. Donc je trouve que c'est important de se renseigner sur certains codes culturels. Après, on ne pourra pas tout connaître parce qu'il y a tellement de choses. Mais, sur certaines dimensions culturelles, c'est important de voilà, d'avoir, quelques références. Et du côté du voyageur, je pense que c'est important aussi, en tout cas moi je le fais quand je voyage. Suivant le pays où je vais, je me renseigne quand même sur certains codes, certaines choses, j'essaie d'apprendre certains mots. Parce qu'en fait, parfois, juste un peu de vocabulaire, ça permet de casser la glace et d'entrer en contact avec une culture. Ça peut être un simple bonjour, merci, au revoir, mais dans la langue du pays. Et les locaux voient qu'il y a un effort qui est fait, qu'on veut vraiment entrer, en lien. Et je trouve que ça, c'est important. C'est ce que j'appelle aussi le voyage conscient. Donc, Mmh. on va être conscient de ce qu'on fait, on va peut-être préparer un peu le voyage. Alors on peut pas tout préparer et l'inattendu et la surprise, c'est aussi intéressant. Mais quand même, je pense qu'il y a certains chocs interculturels qu'on peut limiter. Et ce qui est important pour moi dans la rencontre avec un territoire, c'est quand même surtout, le départ. Il faut vraiment qu'il y ait, une entrée qui se fasse de manière fluide pour après aller, dans un voyage un peu plus profond. Dans le secteur du tourisme, on a tendance quand même à mettre, en avant, le côté produit. OK? Mmh. Donc on est vraiment, sur un axe, plutôt «matériel» entre guillemets et de mon expérience de voyage et de voyageur, ce qui a toujours laissé une trace, très forte en moi, c'est justement quand on découvre ce côté immatériel, ce patrimoine immatériel à travers les rencontres des gens et je me dis que c'est vraiment, quelque chose d'important et qu'on n'arrive pas forcément à mettre en avant, ce qui est bien, je trouve aussi. Mais on devrait essayer de chercher quand même à mettre en avant ce côté, communication interculturelle comme tu le dis, mais aussi, cette relation à l'autre, la personne, des sourires, des émotions, des expressions, des façons de «savoir-être» entre guillemets et donc moi la question que je me pose, c'est comment on peut créer aujourd'hui en tant qu'acteur du tourisme, des expériences qui soient profondes, sans qu'elles soient standardisées? C'est-à-dire qu'on laisse faire le naturel et on favorise le lien avec, le patrimoine immatériel d'un territoire, d'un lieu, d'une destination. Comment on fait à ton avis? Comment on peut faire? Alors c'est vrai que c'est une question intéressante et je trouve que c'est important ce que tu dis parce que finalement dans le voyage, ce qui importe, c'est pas forcément, la destination, le lieu. Bien sûr, ça a une importance si on a quelque chose de précis en tête,
Mais ce qui fait que le voyage va être mémorable, ça va être surtout, ce qu'on y a vécu, comment on l'a vécu, ça c'est important aussi, et les émotions qu'on a ressenties. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas lié à des produits, c'est pas lié à des cadeaux qu'on va acheter, des souvenirs qu'on va acheter et dont on pourra, voilà, se rappeler, plus tard. Et ça va être vraiment quelque chose d'intérieur. Par exemple, si on parle de patrimoine, culturel immatériel, il y a plein de choses. Il y a par exemple, la langue, ça va être aussi des savoir-faire, ça peut être, la cuisine, ça peut être, la découverte d'une danse. Tu vois? Par exemple, en Espagne, j'ai découvert le flamenco vraiment en pratiquant avec une prof, de flamenco dans une petite ville. Ça peut être prendre un cours de cuisine où on va vous donner des astuces, on va vous faire utiliser certaines épices et après, comment on amène tout ça? En fait, je pense qu'il faut juste proposer et après, quand les 2 cultures se rencontrent, les questions vont apparaître, tout va se faire naturellement et normalement, si on est dans une démarche d'ouverture d'esprit des 2 côtés, l'expérience va être, vraiment, mémorable. Quel rôle peuvent jouer les professionnels du tourisme pour favoriser une vraie rencontre interculturelle? Pour favoriser la rencontre interculturelle et comme on disait, ça peut être une rencontre interculturelle qui se passe même dans le même pays parce qu'on n'a pas tous les mêmes cultures, sous-cultures et chaque territoire a vraiment une culture forte, qui est à lui. Je pense qu'il faut, au départ, entamer un dialogue avec, les touristes, les voyageurs qu'on accueille. On peut leur demander, par exemple, de se présenter, essayer de leur demander, certaines choses sur leur culture, de voir ce qui résonne avec la culture locale. Parce qu'en fait, souvent, on part du constat qu'il y a des différences culturelles, des chocs culturels, mais on oublie aussi les similarités. Et parfois, les similarités, c'est les points qui vont faire qu'on va, ça va être le point de départ, en fait, vraiment de la rencontre, du dialogue. On va se raccrocher à ces points de similarité et ensuite on va essayer de comprendre ce qui est différent et surtout pourquoi c'est différent. Et je vous assure qu'avec cette démarche-là, en général, le voyageur, il repart avec une vision différente du territoire, mais aussi une vision différente de sa culture à lui, de ses codes à lui, qui va peut-être relativiser. Et c'est pour ça que je pense qu'une vraie rencontre interculturelle, elle va aussi provoquer une transformation de soi. Quel conseil tu donnerais, à un professionnel du tourisme pour proposer, de voyager autrement? Ce que je proposerais, et c'est la philosophie du voyage que je développe, le voyage responsable et conscient. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est un voyage qui va être basé sur 4 piliers: la durabilité, le sens, l'interculturalité et la transformation de soi. Moi, je pense que il faut s'appuyer sur ces 4 piliers pour avoir une expérience vraiment complète, authentique. Derrière cette philosophie, il n'y a pas de côté moralisateur. C'est vraiment un voyage de découverte, d'émotion, de liberté, dans lequel le sens va se mêler naturellement aux expériences qu'on va vivre. Donc si je comprends bien, le rôle du tourisme, c'est pas de nous montrer le monde, mais de nous apprendre à entrer en relation avec lui, c'est ça? Exactement. Je pense qu'il faut savoir entrer en relation avec les territoires et pas forcément juste les observer. Sohan, quelle est l'origine de ce prénom et est-ce que ça veut dire quelque chose? Ah bah oui. Alors quelle est l'origine? Alors moi j'ai des origines méditerranéennes, Algérie, Espagne et quelle est, la signification en fait Sohan? En arabe littéraire, ça veut dire étoile. D'accord, super. Bah, écoute, on va finir, cet épisode la tête dans les étoiles alors. Ah bah super. Merci beaucoup Sohan. Merci à toi pour toutes ces questions intéressantes et pour m'avoir permis aussi de parler de la communication interculturelle qui me tient vraiment à cœur et de parler aussi de cette façon différente de voyager, avec responsabilité et conscience. Merci d'avoir écouté cet épisode expérientiel. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, laissez un petit avis ou partagez-le autour de vous. Chaque geste compte pour donner encore plus de voix à celles et ceux qui réinventent le tourisme. Alors restez curieux, continuez à explorer et surtout, devenez acteurs de la transition du tourisme. À très vite pour un nouvel épisode expérientiel.